Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la détection de fraude en assurance. Donc je suis Franck Liogier, donc directeur marketing des formations L'Argus de l'assurance. Et je suis accompagné de Kezanshi qui va animer ce webinaire et qui, vous ne le voyez pas malheureusement parce qu'il n'a pas de webcam, mais qui animera, je vais lui passer la parole juste après. Je vais vous donner juste quelques infos avant sur le déroulé du webinaire. Donc, on va, donc je vais d'abord vous présenter pendant 5 minutes ce que fait l'Argus de l'assurance. Ensuite, je laisserai la parole à Kezanshi pour le webinaire sur la détection de fraude en assurance. Vous avez une petite fenêtre pour poser vos questions. Nous les traiterons en fin de présentation. Pour ne pas perturber la session. Et puis, voilà, je vous reprendrai la parole et puis je poserai toutes vos questions à Kezanshi pour la fin du webinaire. Juste quelques mots au sujet de l'Argus de l'assurance. Je ne sais pas si tout le monde nous connaît. Donc, l'Argus de l'assurance, on est un organisme de formation agréé. Donc, c'est-à-dire que c'est un organisme qui est reconnu et donc qui offre la possibilité d'utiliser des solutions de financement auprès de vos OPCO. Donc on a un organisme, nous avons plusieurs années d'expérience, on a plus de 150 programmes au catalogue sur l'assurance. On a formé plus de 2000 stagiaires et on a un réseau de 400 formateurs environ. Donc on a vraiment une palette de formation très très large dans le domaine de l'assurance, notamment dans le domaine du risk management, comme vous le voyez. D'ailleurs, nous avons plusieurs formations sur le thème des risques en assurance, par exemple les risques de fraude en IRD, la risque de fraude et data science, animé par Kezanshi qui va vous faire le webinaire, la lutte contre la fraude à l'assurance santé. Voilà, on a plein de formations sur la fraude à disponibilité. Et en ce moment, si votre entreprise a bénéficié du dispositif de chômage partiel mis en place par le gouvernement suite à la crise du Covid, euh, toutes les formations en fait sont prises en charge par l'État. Ça s'appelle le plan FNE formation. Donc il y a une prise en charge à 100% des formations par l'État si votre entreprise a bénéficié du chômage partiel pour tous les salariés. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos ressources humaines ou aller voir sur le site du gouvernement. Donc c'est le plan FNE formation qui prend en charge 100% des coûts de formation. Voilà, sinon on a une promotion sur le e-learning. Si vous souhaitez vous former à distance en ce moment, tous nos e-learning sont à 99 euros. Voilà, j'en dis pas plus sur l'Argus de l'assurance formation. Je passe la parole à Kezan pour le webinaire. Et moi, je vous retrouve juste après pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Franck. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire centré sur le thème de la détection de fraude en assurance. Je m'appelle Kezanshi et je suis manager data scientist chez Capgemini Event, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans le conseil en management, en stratégie et la transformation de l'entreprise. Nous avons une communauté de data scientists qui travaillent dans tous les secteurs. En particulier, on travaille sur des cas d'usage en assurance. En effet, ça fait presque 10 ans que je travaille dans ce secteur. Le fait d'avoir travaillé dans différents domaines comme la tarification, le risk management, les contrôles me permet d'avoir une vision transverse. Et on se rend compte que le sujet de détection de fraude est intimement lié à d'autres sujets, comme vous allez voir après. Et le fait de considérer comme un sujet isolé, c'est-à-dire détecter des sinistres frauduleux après la déclaration d'un sinistre et juste avant le paiement, on passe parfois à côté des processus beaucoup plus efficaces. Donc avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, juste un petit rappel sur les différents cas d'usage tout au long de la vie des contrats: prospection, souscription, tarification, multi-équipement, indemnisation et résiliation. Donc, comme on a vu la dernière fois, pour réussir un projet data, pour mettre en place un vrai outil à la main des gestionnaires et d'autres utilisateurs, il est important de faire collaborer les data scientists et les métiers, puisqu'un vrai outil data n'est pas juste un modèle de machine learning, mais la modélisation d'une problématique basée sur une parfaite compréhension du métier. Donc, il n'existe, même si je montre de façon assez simple les différents cas d'usage, comme vous pouvez voir là,
mais évidemment, il n'existe pas de modèle de segmentation client, de modèle de cross-selling ou encore un simple modèle de détection de fraude, comme on va voir dans ce webinaire. Par ailleurs, le fait de montrer le client au centre permet d'illustrer le fait que les différents cas d'usage peuvent et doivent être mutualisés entre eux. On avait déjà vu un exemple la dernière fois sur la détection de garantie des contrats professionnels. On verra que c'est encore vrai sur le thème de la détection de fraude aujourd'hui. Voici le plan de ce webinaire qui est construit avec des extraits donc, de ma formation sur la détection de fraude. Nous allons voir quelques points importants concernant donc, 3 thèmes. D'abord, l'utilisation du machine learning ou des algorithmes de façon générale prédictifs sur la détection de fraude. Ensuite, la mise en place d'une stratégie globale de lutte anti-fraude. Et puis, on verra enfin un point particulier du coup sur la détection de fraude documentaire. Il est très intéressant en termes à la fois de l'utilisation des algorithmes avancés d'intelligence artificielle et aussi ça aide très efficacement donc le métier à mettre en évidence les fraudes. Avant de parler du machine learning, donc j'ai eu des retours d'expérience et un peu des idées reçues, on va dire aussi sur le machine learning. Voici ce qu'on voit donc dans ces cadrans. Il y a 2 approches. D'un côté, certains considèrent qu'il faut utiliser, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est les règles métiers qu'il faut privilégier, puisque ce faisant, on a une certitude assez élevée concernant les fraudes qu'on détecte, et on a une parfaite compréhension de règles qui sont mises en place pour détecter ces cas, et on peut éventuellement faire des ajustements manuels puisqu'on connaît parfaitement bien ces règles. Néanmoins, avec cette approche-là, peu de dossiers sont détectés. Donc, quand on annonce un peu des chiffres sur les fraudes potentielles, donc avec ce qui est détecté aujourd'hui grâce à nos gestionnaires, c'est très peu. Et aussi, ça prend beaucoup de temps pour investiguer et ça nécessite aussi une bonne compréhension donc, des scénarios de fraude. Et donc, la performance n'est pas égale selon les gestionnaires. Donc, les gestionnaires doivent être bien formés. Et aussi, parfois, les signaux faibles ne sont pas détectés. Et puis, l'autre approche qui consiste à mettre en place des algorithmes prédictifs. Donc là, il y aura pas mal d'idées reçues, justement, mais on critique en disant qu'effectivement, qu'avec des algorithmes, on ne comprend pas forcément toujours ce qui se passe. Et on peut avoir cette impression que l'algorithme va nous permettre de détecter des signaux faibles et d'avoir une analyse fine. Donc, il n'y aura pas forcément besoin de bien connaître le métier, et ben, l'algorithme fait l'affaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Justement, on va voir après. D'abord, concernant la mise en place des algorithmes, historiquement, parfois même les data scientists qui travaillent sur ce sujet comparent la problématique de détection de fraude à une détection de spam. Vous connaissez certainement, quand vous utilisez des services de messagerie électronique, il y a toujours les spams qui sont détectés grâce à un algorithme aujourd'hui qui résout presque déjà parfaitement, enfin pas parfaitement, c'est jamais parfait parce que justement les spams sont parfois considérés, enfin il y en a certains utilisateurs le considèrent comme des spams, mais pas d'autres. Et donc c'est toujours spécifique à des individus, donc on ne peut jamais être parfait dans ce sens. Mais ce sont des algorithmes qui sont implémentés aujourd'hui dans la plupart des services de messagerie, alors que à côté de ça, la détection de fraude, on rencontre plusieurs écarts dans la définition de la problématique. Dans le sens où le spam, souvent on le signale avec le bouton spam ou pas spam, la définition est assez claire, alors que la définition de la fraude n'est pas du tout claire, comme on va voir juste après. Et aussi concernant les données à utiliser. Concernant les spams, la plupart des informations sont contenues dans le mail, donc on ne va pas chercher à d'autres informations ou faire ce qu'on appelle, après on va voir, feature engineering complexe pour extraire des informations, même si évidemment on le fait. Mais comparé à la fraude, on va voir que c'est quand même très différent. Justement, qu'est-ce que c'est finalement avant de détecter
quand on parle de la détection de fraude, une fraude. Mais qu'est-ce qu'une fraude? En parlant avec les gestionnaires et même les directeurs juridiques, il s'avère que ce n'est pas aussi simple. D'abord, il n'y a pas une définition claire juridique de la fraude. Et aussi, en discutant avec les gestionnaires, on peut même avoir des avis divergents concernant les dossiers qui sont à traiter. On peut justement citer quelques cas. Est-ce qu'on doit considérer qu'un dossier est frauduleux uniquement parce que le tribunal le dit? Dans ce cas-là, quand un procès est en cours, et vous savez que ça peut durer très longtemps, dans ce cas-là, comment on doit labelliser ces dossiers? Est-ce que c'est frauduleux ou pas frauduleux? Ou peut-être, dans ce cas-là, potentiellement frauduleux avec justement le procès en cours? Donc, ce sont des vraies questions vis-à-vis des data scientists qui doivent construire le modèle. Et parfois, le tribunal peut même rendre un avis négatif, alors que c'est une fraude, dans le sens où la personne a, par exemple, utilisé on va dire, à créer fictivement des sinistres avec tous les membres de la famille, et ils ont des dizaines de dossiers par an. Donc, c'est un dossier avec lequel on sent bien qu'il y a une fraude. Mais on n'arrive pas à prouver. Et d'ailleurs, le tribunal considère que ce n'est pas une fraude parce que le dossier n'est pas complet, dans le sens où peut-être le dossier n'est pas signé. Et à cause juste de ça, le tribunal dit que ce n'est pas une fraude, mais est-ce que pour autant, on doit arrêter de détecter ce type de dossier? Et aussi vis-à-vis des avis des gestionnaires, on peut aussi citer quelques exemples, par exemple, notamment quand on détecte un sinistre suspect et qu'on essaie, par exemple, de demander des informations complémentaires, ou on dit qu'on va faire intervenir un expert. Et là, parfois, dans pas mal de cas, comme vous pouvez voir là, l'assuré ne répond plus. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont des questions, vraies questions, encore une fois, concernant la construction des algorithmes, parce que si les labels ne sont pas clairs, alors les algorithmes ne peuvent pas s'appliquer et ne peuvent pas trouver des patterns de fraude. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? En pratique, donc, ce qu'on va faire, c'est on va décomposer la tâche de la détection de fraude en plusieurs sous-tâches. Déjà, concernant les actions finales, on ne va pas simplement détecter que c'est une fraude ou pas une fraude, mais on va peut-être plutôt détecter la nécessité ou pas de faire intervenir un expert. Par exemple, certains le font avec un critère qui est assez simpliste, en disant que si le montant est supérieur à 800 €, par exemple, et on fait dans ce cas-là intervenir un expert. Peut-être on peut peaufiner justement ces règles en prenant en compte beaucoup plus les circonstances. On peut aussi dire que dans certains cas, on refuse le paiement. Fraude ou pas fraude, si le fait de refuser le paiement et que l'assuré ne conteste pas, peut-être qu'on a réussi à traiter le cas. Et de même, on peut tout simplement demander plus d'informations et parfois, là aussi, l'assuré ne donne plus suite. Concernant les labels, au lieu de détecter là encore une fraude, on peut peut-être labelliser certains sinistres en disant que ce sont des sinistres survenus dans des circonstances suspectes, ou alors, dans certains cas, détecter des dossiers frauduleux, ou encore plein d'autres cas d'usage, donc selon les cas métiers qu'on peut connaître. Justement, quelques exemples. Cet exemple de la détection de l'usage professionnel des contrats auto particuliers consiste à détecter, comme vous le savez, aujourd'hui avec l'arrivée de Uber ou d'autres applications de VTC, plein de particuliers peuvent donc se mettre en tant que chauffeur de VTC. Néanmoins, à côté de ça, ils peuvent tout à fait, parce que d'ailleurs, dans certains cas, ils ne savent pas, ou alors ils le savent et justement, ils essaient de tricher. Et même parfois, les intermédiaires d'assurance peuvent être complices dans la souscription du coup d'un contrat particulier simple, alors qu'ils ont le statut de chauffeur de VTC. Et l'idée dans ce cas-là, c'est de détecter ces cas grâce à un algorithme qui est un algorithme du coup dans ce sens à un cadre extrêmement précis, puisque les labels, c'est pas est-ce que c'est une fraude ou pas, plutôt on va détecter si, étant donné les profils du conducteur, du profil du contrat et du véhicule aussi, on va donner un score, encore une fois, qui permet de dire si ce dossier, enfin ce contrat, peut
être potentiellement un chauffeur de VTC. Maintenant, fraude ou pas fraude, on le verra après. Comme je disais, il se peut vraiment que les assurés soient innocents parce qu'ils ne savent pas que ça existe. D'ailleurs, de façon anecdotique, j'avais justement posé une question un jour à un chauffeur de VTC, et visiblement, il ne savait vraiment pas qu'il fallait prendre un contrat adapté pour le statut de chauffeur de VTC. On peut aussi citer cet exemple-là que vous avez ici, vous aviez assisté au webinaire la dernière fois, sur la détection de garanties pour les professionnels. Donc là aussi, ça permet en utilisant les données externes, par exemple, sur la description, enfin, des textes qui décrivent l'activité de l'assuré professionnel, on peut alors prédire quelque chose, là encore, extrêmement précis, qui est sur la pertinence des contrats, enfin des garanties qui ont été souscrites vis-à-vis de leur activité professionnelle. Ainsi, on peut détecter parfois des interdits de souscription et aussi, enfin, dit autrement, je vais prendre un exemple de façon beaucoup plus simple dans l'explication, enfin, vous allez voir. C'est par exemple aujourd'hui avec les travaux, les personnes qui font des travaux de BTP, ce sont des menuisiers, enfin, ils font des travaux de menuiserie, mais à côté de ça, ils peuvent très bien faire aussi de la plomberie ou des travaux d'électricité. Néanmoins, dans la souscription de l'assurance, d'un contrat d'assurance, ils oublient parfois, ils omettent. Et il faut aussi dire qu'il y a tellement de métiers complexes que le fait de souscrire parfaitement à toutes les garanties BTP n'est pas non plus une tâche simple. Et donc, l'algorithme, dans ce sens-là, nous permet de détecter finalement des lacunes, des incohérences, etc. On peut citer aussi un scénario de fraude pour les infirmiers. Certains me disent que voilà, les règles métiers permettent d'établir des anomalies en regardant tout simplement avec des nombres qui nous paraissent comme étant atypiques. Par exemple, si l'infirmier réalise un grand nombre, le nombre étant à définir, donc c'est un peu à la main des gestionnaires, on pourra alors considérer que c'est une anomalie. Mais à l'aide justement des modèles de machine learning, on peut faire beaucoup mieux. Et là encore, pour des points extrêmement précis, comme par exemple détecter des écarts importants dans le nombre d'actes réalisés, mais pas uniquement juste en regardant le nombre, mais également en regardant son adresse, parce qu'un infirmier, par exemple, à la campagne, peut normalement réaliser peut-être moins d'actes qu'un infirmier en ville. Donc, et aussi plein d'autres informations sur les déplacements ou pas, les types d'actes, etc. Donc, un algorithme permet de peaufiner ce nombre qui est, là encore, donné de façon un peu simpliste par les gestionnaires. Et puis, on peut aussi utiliser des algorithmes de détection d'anomalies statistiques, comme on va voir après. Et ça ici, ça permet d'illustrer le fait que, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est deux variables. Si jamais on prend chaque variable de façon isolée, je ne sais pas si vous connaissez ce graphique qui s'appelle boîte à moustache, qui permet de détecter des anomalies. Ici, on voit que pour une variable prise de façon isolément, on ne voit pas des anomalies flagrantes. Et pour cette autre variable non plus. Mais le fait de combiner les deux, on voit qu'ici, il y a 3 points qui sembleraient être des anomalies. Tout simplement, via cet exemple, c'est aussi pour illustrer le fait que la puissance en fait, des algorithmes de machine learning réside dans le fait qu'ils peuvent prendre un grand nombre de variables. Ici, déjà, vous voyez que le fait que ce soit 2, et qu'on analyse de façon univariée, on n'arrive pas. Évidemment, là, vous allez me voir, ça se voit là à l'œil nu. Mais maintenant, imaginez qu'il y a 3 variables, 4, 5, et du coup, des dizaines de variables, donc vous ne pouvez plus voir à l'œil nu. Et, grâce à des algorithmes, on peut tout à fait les détecter de façon mathématique. De la même manière, quand on construit des règles métiers, on s'arrête souvent à là encore, un nombre très limité de variables pour ne dire, on pratique très souvent qu'une seule variable avec un seuil déterminé à la main. Et l'idée avec les modèles, c'est de prendre en compte une structure complexe, des patterns qu'il peut y avoir dans
les mécanismes du coup qui permettent de prédire si c'est des fraudeurs ou pas. Comme ici, vous pouvez voir un ensemble de règles uniquement pour illustrer en pratique. Il peut y en avoir beaucoup plus, évidemment. Et puis, on peut même aller plus loin. Donc, c'est l'étape après de ce qu'on appelle de fabrication de variables complémentaires. Par exemple, au lieu de dire combien d'actes avec combien de déplacements à domicile réalisés par les infirmiers, on peut aller plus loin en géolocalisant toutes les adresses et étudier les distances parcourues dans la journée, par exemple. Concernant ce genre d'indicateurs analytiques, il y en a beaucoup et il y a un cas assez connu qui est le cas suivant que vous allez voir. L'idée, c'est de prendre en fait des montants, que ce soit des primes, sinistres ou commissions. On prend uniquement le premier chiffre, quel que soit l'ordre de grandeur, on prend uniquement le premier chiffre. Et on crée un histogramme, ou tout simplement un comptage, un graphique pour compter le nombre de 1, 2 jusqu'à 9. Donc, à votre avis, quelle serait l'allure de ce graphique-là? Donc, sans plus attendre, je révèle qu'en fait, il s'agit de ce graphique-là. Il s'agit d'une loi qui s'appelle la loi de Benford, bien connue, qui est utilisée dans des fraudes fiscales, électorales, etc. Donc là, vous voyez que ce genre d'indicateurs à la fois issus du métier et statistiques nous permettent de révéler et de construire beaucoup de scénarios de fraude. Et comme je disais, donc, cela permet de décomposer la problématique et ensuite, à la fin, de détecter des scénarios extrêmement précis. Comme conclusion, donc, je vous ai uniquement parlé de quelques parties. Donc, ce qui était important, c'était déjà la première partie, la définition du problème. Donc, on ne doit pas considérer la détection de fraude comme étant, encore une fois, un simple modèle supervisé, mais on doit construire des scénarios avec une parfaite compréhension métier, donc très souvent en collaboration avec les métiers. Et sur la collecte des données, et surtout sur la fabrication des variables complémentaires, c'est essentiel, du coup, pour arriver à des résultats parfaitement expliqués, précis. Et donc, ce faisant, ça aide de façon très opérationnelle les gestionnaires à investiguer le dossier. Dans la deuxième partie, on va voir, grâce à ce qu'on a vu et puis d'autres informations complémentaires, comment on arrive à construire une stratégie globale. D'abord, voici quelques problématiques que moi j'ai entendues sur le terrain, par exemple trop de faux positifs. Et quand on essaye justement d'étudier les scénarios de fraude, on se rend compte qu'il y a plein de problèmes connexes, comme la qualité de données et les poches de non-rentabilité dans les contrats. Et si on essaie juste de se focaliser sur le moment après la déclaration du sinistre, et parfois c'est beaucoup trop court. Donc du coup, on va essayer de construire un processus de façon intégrale, c'est-à-dire une surveillance continue du portefeuille. Dès la souscription, on peut déjà détecter des suspects et à ce moment-là, on peut déjà essayer de bloquer, entre guillemets, en posant plus de questions, en demandant plus de pièces. À ce moment-là, il se peut qu'il y ait déjà certains qui abandonnent puisqu'ils se disent que leur intention, mauvaise intention, a été découverte. Évidemment, on ne va pas tout bloquer et certains vont quand même souscrire le contrat, mais tout au long de la vie du contrat, notamment avec les avenants, on va contrôler systématiquement, on va surveiller du coup aussi avec les données externes qui peuvent évoluer. Donc, et puis, lors des contrôles post-souscription, demander éventuellement une remise en conformité du contrat. Et puis, lorsque un sinistre arrive, en fait, au lieu de commencer l'investigation à partir de zéro, on aura déjà à ce moment-là plein d'alertes qui nous permettent d'orienter l'investigation. Et puis, voilà, si jamais on arrive à détecter la fraude, ce sera du coup grâce
à un ensemble d'alertes qui ont été mises en place avant, ce qui permet de réduire le temps d'investigation uniquement du coup au moment de l'indemnisation. Voici quelques exemples de fraude. Alors, je vais passer plus vite, je vois que le temps passe. Et donc, je reviens du coup sur la partie contrôle à la souscription. On peut décomposer un tout petit peu la problématique en finalement faisant 3 catégories, donc le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est-à-dire tous les portefeuilles, enfin tous les contrats qui ont été déjà souscrits et qui sont en cours. Et vis-à-vis de ces contrats-là, on va mettre en place des contrôles pour assainir le portefeuille, améliorer la qualité de données. Donc, et l'outil data sera un outil qui fonctionne en batch, qui permet tous les jours de révéler des anomalies, des contrats en cours. Et puis pour les nouvelles souscriptions, on va pour le coup construire un outil qui permet en temps réel de vérifier. En termes de performance, ce n'est pas le même, donc il va falloir penser donc à la performance, puisque lorsque qu'on essaie de vérifier la souscription, le fait parfois d'attendre quelques minutes peut être problématique. Aujourd'hui, quand on parle de la souscription, on essaie d'accélérer au plus donc le processus de souscription. Et puis pour les contrats futurs, on peut analyser du coup en combinant l'expérience qu'on aura vis-à-vis des contrats déjà souscrits et des affaires nouvelles, modifier éventuellement des contrats pour des clauses contractuelles. Je pense que c'est ce qu'on voit à travers des contrats responsables en santé qui permettent de limiter, par exemple, des fraudes ou des abus en optique, par exemple. Donc, on retrouve notre cas de détection de BTC. Et du coup, au moment de la souscription, comme je disais, c'était important de donner des insights qui sont clairs. Donc, l'explicabilité du coup de l'algorithme devient important. On a vu rapidement l'approche algorithmique et voici justement quelques résultats qui permettent d'avoir ce genre de dashboard à disposition des gestionnaires qui permettent par exemple de révéler les variables qui, normalement, si vous connaissez le métier, qui sont parfaitement compréhensibles par les gestionnaires, permettant d'investiguer justement avec de bons motifs, de motifs justifiables auprès des assurés. Comme par exemple ici, si on voit que la personne a une possession lutte noire et que la personne habite dans tel ou tel quartier, donc on aura, on va dire, les bonnes raisons pour le contrôler. Dans d'autres cadres d'analyse des textes, on pourra aussi utiliser ce genre de tableau de bord qui permet de souligner donc les mots, puisque quand on a l'analyse des textes, il y en a beaucoup. Et l'idée, c'est de donner une bonne visibilité vis-à-vis de la justification du coup du résultat de l'algorithme qui dit qu'il y a telle ou telle garantie qui ont été détectées et qui n'ont pas été souscrites, par exemple. À l'indemnisation, du coup, c'est la même chose. Pour les dossiers déjà clôturés, on peut faire tourner là aussi l'algorithme qui peuvent permettre de détecter du coup des fraudeurs récidivistes. Et aussi auprès des gestionnaires, on peut faire de la pédagogie puisque les algorithmes permettent de trouver, d'extraire des informations donc sur les différents scénarios de fraude. Et ça permet du coup de former les gestionnaires pour mettre en place ensuite des actions correctives. Et puis pour les nouvelles déclarations, on doit mettre en place un contrôle automatisé, là aussi en temps réel, avec un score ici, non pas un score global de détection de fraude, comme on a l'habitude peut-être d'entendre, et comme on dirait des voyants rouges vis-à-vis d'un certain dossier, mais plutôt un score d'anomalie avec une parfaite description de ce scénario, et du coup aussi prioriser les contrôles. Pour éviter les contrats futurs, on peut le faire en résiliant par exemple les contrats même avant la survenance de ces sinistres. Pour ça, au lieu évidemment de résilier on va dire, avec avec un score issu d'un algorithme, on doit plutôt construire un vrai tableau de bord permettant de mettre en évidence
tous les scénarios qui ont été, dont les algorithmes ont fonctionné, ont été appliqués sur les données clients. Et du coup, au moment de l'indemnisation, un autre exemple sur l'analyse des devis. Donc, si un assuré professionnel, on voit un devis pour réaliser du coup les devis dans le cadre des activités qui sont assurées ou pas. Donc, on peut automatiser, donc en analysant les mots-clés permettant de savoir si les travaux sont bien dans le cadre des garanties souscrites. Et lors des analyses, donc j'ai cité plusieurs exemples, je pense qu'il est intéressant de faire la différence entre indicateur et preuve, dans le sens où quand on a des indicateurs, ce n'est pas suffisant et on doit mettre en place plus des scénarios avec des preuves, dans le sens où si on arrive à mettre en lumière ces informations dans les scénarios comme par exemple l'usage VTC, on peut avoir une bonne raison, encore une fois, d'alerter directement les assurés. Par exemple, si on a constaté des sinistres fréquents, on ne peut pas alerter l'assuré en disant qu'il a déjà trop de sinistres. Donc, c'est un simple indicateur. Du coup, ce n'est pas suffisant pour investiguer. Alors que de l'autre côté, avec les différents scénarios qu'on a vus, si on arrive à détecter quelque chose, on va dire, de beaucoup plus, comment dire, voilà, une anomalie quoi, qui a un vrai sens métier derrière, ben, on peut beaucoup plus automatiser du coup le processus de contrôle et donc d'optimiser les interventions. Pour conclure, donc je reviens sur la roue. C'est la même, mais le texte, ça a été changé, comme je vais détailler quelques points, pour que ce soit justement adapté sur la lutte contre la fraude. Lors de la prospection, comme je disais, on peut déjà bloquer certains cas suspects. Et lors de la souscription, on peut vérifier automatiquement et construire un score de souscription et bloquer, par exemple, dans certains cas, des paiements mensuels. C'est-à-dire que pour certains clients, on va dire, lui, il doit payer en intégralité de façon annuelle et il ne peut pas payer, par exemple, de façon mensuelle. Au niveau de la tarification, on peut faire des ajustements tarifaires en prenant en compte tous les scénarios de fraude qu'on connaît et mettre en place des clauses contractuelles pour limiter des risques. Lors des contrôles, lors des avenants, etc., on doit aussi contrôler les avenants et bloquer certains certains types de changements d'informations contractuelles, comme par exemple le RIB. Et puis au moment de l'indemnisation, c'est là où il y a du travail essentiel en détection de fraude à faire, évidemment. Et puis lors de la phase de fidélisation, ou plutôt ici de résiliation, c'est une action corrective qu'on peut mettre en place pour certains contrats qu'on considère potentiellement frauduleux. Du coup. Et puis en dernière partie, on va voir la fraude documentaire. C'est une partie intéressante puisque il y a souvent une barrière technologique et grâce aujourd'hui au développement des techniques d'IA, on arrive donc à beaucoup mieux analyser les documents en prenant en compte les connaissances métiers. Donc déjà au niveau de la souscription, il y aura aussi deux exemples. Donc ici l'exemple à la souscription, on analyse les documents du coup permettant de savoir si ce sont des pièces frauduleuses, que ce soit la pièce d'identité, le permis ou relevé d'information, qui peut être falsifié en modifiant par exemple le coefficient de bonus-malus par exemple. Et puis un autre cas sur les documents en santé, avec les ordonnances dont les signatures peuvent être copiées-collées, comme par exemple vous voyez ici. Et puis du coup, ça crée plein de dossiers de sinistres fictifs. Et puis ici, sur ce même dossier, on peut voir qu'il y a un changement de police de caractère. Je ne sais pas si vous le voyez là. Et puis, il y a des incohérences de montant sur notamment des relevés d'informations. Oui, c'est possible. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Il y a une erreur sur l'application du taux.
sur la base du remboursement. Si c'est 100%, on devrait retrouver le même montant. Or, ce n'est pas le cas. Oui, c'est vrai que ça peut être surprenant, mais dans la vraie vie, c'est possible. Les fraudeurs ne sont pas toujours aussi prudents. Alors, pour conclure, vis-à-vis des plusieurs problématiques qu'on a soulevées, il est important du coup de mettre en place une stratégie globale, donc pour tout surveiller. Et au lieu de détecter finalement la fraude, on doit penser peut-être plutôt à la réduction des coûts, à l'automatisation. Et qui dit l'automatisation dit aussi l'automatisation des processus d'alerte avec des scénarios et des actions correctives extrêmement claires permettant de réduire l'intervention des gestionnaires. Et donc tout cela pour une maximisation des impacts financiers. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire pour ce webinaire sur la détection de fraude. En annexe, puisqu'on parle de la data science, rapidement, en 2 minutes peut-être, je vais vous montrer de façon extrêmement simple comment fonctionnent du coup les algorithmes de classification et qui est un extrait du coup d'un webinaire prochain sur le machine learning. Par exemple, vous voyez ici des points bleus et points rouges. L'idée, c'est de dire que si jamais il y a un nouveau point qui arrive ici, noir pour le moment, quelle serait la couleur? Et on peut même simplifier en disant qu'il y a juste une variable, bleu et rouge, et on a une variable ici, enfin une nouvelle observation ici, est-ce que c'est plutôt rouge ou bleu? Donc avec, encore une fois, cette simplicité de la situation qui est univariée ou ici deux variables, vous pouvez dire à l'œil nu quelle est la couleur. En réalité, les algorithmes sont presque aussi simples avec des principes assez intuitifs. Le premier principe, c'est lisser une droite, par exemple, dans le cas univarié. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe sous-jacent. L'idée, c'est de dire qu'on peut tracer une droite ici pour, voilà, pour classer les deux tas de points, enfin couper finalement les deux tas de points en deux. Et on peut faire mieux en lissant. Et quand il y a deux variables, bah, la droite devient une surface et on utilise une droite ici, du coup, pour découper les points en deux parties. On peut aussi analyser les zones frontalières. Si les deux tas de points sont complètement séparables, ce principe consiste à maximiser ici la marge. Évidemment, s'il y a des points d'anomalie, il est préférable toujours de garder cette frontière plutôt que celle-ci, mais en pénalisant en quelque sorte les points en anomalie. Le troisième principe, c'est analyser les voisins. Donc, ça se voit un peu mieux sur la partie 3D. Donc, si le nouveau point est ici, on peut tout simplement regarder les voisins. Et ici, une animation. Le quatrième principe consiste à regarder la distribution. Donc, je ne vais pas m'étaler plus. Et puis, cinquième principe, diviser pour conquérir. Donc, on va étudier les différents points de split pour savoir quel est le split optimal. Et puis, ouais. Donc, du coup, pour en savoir plus, il y aura un webinaire sur la partie technique du coup de machine learning. Merci, Kézanne. Alors, je vous rappelle que vous aurez certainement accès, enfin Kézanne, j'imagine que vous allez nous fournir votre présentation parce que vous avez passé quelques slides assez rapidement. Et donc, du coup, vous aurez accès à la présentation et vous avez, pour poser vos questions, une boîte à questions. N'hésitez pas à poser vos questions, on va y répondre s'il y en a d'ailleurs. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et je vous rappelle juste que si on peut mettre l'avant-dernier slide, voilà, que si vous avez besoin de consulter les formations sur le risk management de manière générale, vous avez le site web formation.argusdelassurance.com où vous avez le récapitulatif de toutes les formations. Je vois pas de questions arriver, donc j'imagine
que c'était clair et du coup, je vous remercie, Kezan Shi, pour le webinaire et merci à Je, tous les participants également. ouais. Merci de Et votre participation. voilà. Et donc, vous recevrez le replay, les slides dans un email. Voilà, j'ai des remerciements dans les questions. Donc voilà, c'était très clair apparemment. Donc n'hésitez pas à consulter sur le LinkedIn des formations de l'Argus de l'assurance, des autres dates des webinaires de Kaizen où d'autres thèmes seront abordés. Et je vous souhaite un excellent appétit et une très bonne journée. Bonne journée. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Bonne journée.